Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention. Nous sommes 1er juillet 2015, voici le sommaire de ce journal. La bonne nouvelle pour les usagers de l'axe Fifadi-Zogbo, les travaux de réalisation du pont sont achevés. L'ouvrage sera ouvert à la circulation ce vendredi. Boniaï est allé constater la fin des travaux ce mercredi. François Hollande est en route pour Cotonou dans le cadre d'une tournée africaine dont le Bénin est la première étape. Saliou Akadiri, ministre des Affaires étrangères, nous dira les enjeux de cette visite d'État dans l'interview qu'il a accordée à Jébé Makatraye. La société civile fait le point des activités planifiées et exécutées durant le dernier processus électoral. C'était ce mercredi à la faveur d'une conférence de presse tenue au commissariat à la gouvernance concertée à Cotonou. Merci de votre attention. Fini le calvaire des usagers de l'axe Fifadi-Zogbo. Les travaux de réalisation du pont sous le contrôle de l'AGETU sont à la phase de finition. Vendredi, le pont sera ouvert à la circulation. En prélude à cette ouverture à la circulation, le président Boniaï s'est préoccupé constamment de la construction du pont, a effectué une visite sur le chantier. Il était allé constater la fin des travaux. Sur place, voici le reportage d'Emmanuel Seban. Il fallait autrefois, pour traverser la digue de Fifadi en période de pluie, faire usage d'une pirogue. Les populations ont toujours vécu dans la douleur la saison pluvieuse avec son lot de maladies hydriques. Mais le gouvernement béninois, sensible aux peines des citoyens de cette zone, a pensé et défendu avec succès à la Banque mondiale un programme novateur. Il s'agit du PUGEMU, le programme d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain. Le projet vise à améliorer les infrastructures et atténuer les impacts négatifs sur l'environnement résultant des inondations dans la région du Grand Okwe et accroître le niveau de préparation du Bénin à faire face aux inondations futures. De la digue, le Bénin est passé à un pont imposant réalisé sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'AGETUR. À la date d'aujourd'hui, le pont en lui-même est achevé. Nous sommes sur le pont. C'est un ouvrage d'art qui a une portée de 60 mètres avec des rampes d'accès de part et d'autre. Ça veut dire que nous raccordons le niveau où nous sommes, qui se situe à peu près 5 mètres plus haut que la digue qui existait avant, à la voie pavée, que ce soit du côté Sainte-Rita que du côté de Fifadi. L'ouvrage comporte, en dehors du pont lui-même, des voies latérales qui sont destinées aux riverains. Donc nous avons côté Sainte-Rita 2 voies latérales qui permettent de passer sous le pont. Donc c'est presque un mini-échangeur si on peut dire, puisque ceux qui viennent de Sainte-Rita pourront passer sous le pont et rebrousser chemin en cas de besoin. De la même façon, ceux qui viennent de Fifadi, il est prévu également 2 voies latérales qui desservent les riverains mais qui permettent également de passer sous le pont. Pour le pont, nous avons fait les rampes d'accès en pavé parce qu'il a fallu faire un temps. Sur un remblai aussi important, il n'est pas conseillé de faire du bitume parce que les gens peuvent se dire pourquoi on fait les rampes en pavé. Donc c'est pour pouvoir supporter le tassement étant donné que nous sommes sur un mauvais sol. Les fondations du pont ont été enfouies jusqu'à 80 mètres de profondeur. Les pieux ont été fondés sur 80 mètres. Donc c'est pour ça que la rampe a été faite en pavé. Vous voyez vous-même que l'éclairage est assuré et ce n'est pas le système solaire. En fait, c'est un système mixte qui est fait. Le solaire fonctionne. Nous avons mis pour chaque lampe 2 batteries, ce qui nous donne une garantie de 10 ans. Ça veut dire que pour 10 ans, sans consommer le courant conventionnel, on pourra éclairer ce pont. Il suffit de venir ici la nuit et vous verrez que ça a complètement changé le milieu. Alors, en dehors de l'ouvrage d'art lui-même aussi, il est prévu l'aménagement d'un jardin pour agrémenter un peu l'espace du côté de Sainte-Rita. C'est un jardin qui va se faire sur 2 hectares. Le gouvernement a pris soin de procéder au dédommagement
des personnes qui se situent sur l'espace qui doit abriter ce jardin. Il reste quelques cas qu'on est en train de régler. Les travaux du jardin seront achevés en octobre. L'ensemble des travaux coûte environ 4 milliards de francs. C'est en février 2014 que le président Boni Yayi a lancé personnellement les travaux pour un délai contractuel de 15 mois. Les travaux sont en cours de finition pour un pourcentage d'exécution physique de 95%. Les statistiques renseignent que plus de 20 000 véhicules empruntent cette voie par jour. Sa fermeture occasionne donc un embouteillage monstre au carrefour Sika Toyota. La bonne nouvelle, c'est que le pont de Fifadi sera ouvert à la circulation vendredi prochain à 18h30 pour désengorger l'axe Kadiaoum Carrefour Vedoko. La visite du chef de l'État répond à cette perspective. Visite pour constater de lui-même si tout est enfin prêt. Nous avons lancé cette affaire, et beaucoup n'y croyaient pas. Maintenant, Fifadi est au 3e millénaire. Et c'est ce que nous devons faire. Je crois que bientôt, un autre projet va voir le jour. Sera lancé très très bientôt pour la satisfaction du peuple béninois. Vous voyez, comme il a si bien dit, cet ouvrage change complètement Fifadi. Hier, c'était pas pirogue. Aujourd'hui, je crois que ce qui nous reste, on va mettre du tramway. Ce n'est pas exclu. Hein, ce n'est pas du tout exclu. Et la nuit, alors là, vous verrez les merveilles. Les gens pourront venir, je crois, jouer de leur loisir ici. Donc il n'y aura pas que Fifadi. Il en aura encore. Avec des lampadaires solaires que nous pourrons utilisé pendant au moins 10 ans avec le système de remplacement des piles. Et je crois que nous devons aller dans cette direction-là. Mes remerciements à la Banque mondiale, je pense que c'est ce qui est important. Un partenaire privilégié. Je crois que j'ai eu l'occasion déjà de leur écrire pour les remercier. Et en même temps de négocier un autre ouvrage pour que notre capitale Cotonou mérite son nom. Et je crois que l'accord a été donné avec le principe que nous continuerons de cette manière-là. Mes remerciements à vous également, vous qui avez assuré la maîtrise du roi délégué. On ne présente plus à Gétu, depuis le président jusqu'au personnel d'entretien, tout le monde a travaillé ici. Je crois que je suis à mon 4e passage ou 5e passage. Je ne dois pas oublier mon jeune, le ministre, Sossontor, qui s'est investi à suivre les travaux. Il mérite d'être salué également au nom de la République. Il est important de mentionner que grâce au PUGMU, les travaux d'assainissement et d'aménagement de certains bassins de Cotonou ont été réalisés. Il s'agit par exemple de l'aménagement et l'assainissement de la voie Carrefour Bas d'Etinsa, école primaire Mourija à Fidrosé, le pavage et la construction d'un pont pour améliorer la praticabilité dans la rue Founaï, le pavage et la construction d'un dallo quadruple dans la rue dite du point de regroupement pour assurer le trafic en toute saison vers le centre de santé Monseigneur de Souza, et enfin la construction de collecteurs d'assainissement pluvial traversant les quartiers à Votrou, Tchampamé à Akpakpa. Le ministre des Affaires étrangères, Saliou Akadiri, se prononce sur la visite d'État qu'effectue à partir donc de ce soir au Bénin le président français François Hollande. Il aborde les enjeux de cette visite d'État et nous fait le point de la coopération entre la France et notre pays. On l'écoute au micro de Jemima Katraye. La visite qu'effectue le chef de l'État français au Bénin est une marque de considération pour le Bénin et pour son chef d'État, le président Yayi Boni. C'est une visite qui intervient à un moment important donc, de la vie politique nationale et également par rapport à ce qui se passe sur la scène internationale. Je pense que c'est une visite qui va rehausser une fois encore l'image du Bénin sur la scène internationale. Vous savez, à l'occasion des visites comme celle-là, il y a toujours des sujets d'intérêt bilatéral
des sujets de préoccupation sous-régionale et enfin des questions liées à l'actualité politique internationale. Le Bénin et la France sont régis par un document, le DCP, donc le document cadre de partenariat, qui énonce les grands axes de coopération entre notre pays et la France. Je crois que ce sera l'occasion pour les deux chefs d'État de s'entretenir sur la mise en œuvre de ce document-là. Document qui prévoit qu'au titre de 2014-2016, 102 millions d'euros soient investis au Bénin, soit 67 milliards dans 4 secteurs importants. D'abord, le secteur de la consolidation de la gouvernance dans tous ses aspects politiques, économiques, administratifs et locaux. Le secteur des services sociaux, l'appui aux infrastructures d'énergie, d'eau, d'assainissement et donc de développement urbain. Et enfin, le soutien à la croissance. En dehors de cela, il y a les secteurs hors concentration, que sont la santé et beaucoup d'autres secteurs également. Ça veut dire que cette rencontre sera l'occasion pour les deux chefs d'État donc de faire le point de la coopération au plan bilatéral. Et je peux vous dire que c'est une coopération qui se porte bien dans la mesure où aujourd'hui la France peut être considérée comme l'un des principaux partenaires au développement du Bénin. Au plan sous-régional, vous savez aujourd'hui les problèmes de préoccupation qui sont liés au terrorisme, à la sécurité. Boko Haram est à côté, qui sévit au Nigeria, au Niger, au Tchad et au Cameroun. La proximité du Bénin avec ces pays-là nous incline justement à échanger avec un partenaire comme la France pour solliciter son soutien et voir comment éradiquer ce phénomène qui fait des fléaux terribles dans notre sous-région. Enfin, au plan international, il y a beaucoup de sujets. Vous savez bien que bientôt, à la fin de l'année, il y aura la grande question, la conférence sur les changements climatiques. Et c'est Paris qui abrite cela. Je suis sûr que ce sujet fera l'objet d'un échange entre les deux chefs d'État. Le Bénin étant invité à cette conférence, il est certain que le président Hollande ne ratera pas l'occasion de cette visite ici pour dire comment il entrevoit justement cette rencontre qui aura lieu à Paris bientôt. Donc je peux vous dire que c'est une rencontre vraiment, un grand rendez-vous important pour le Bénin parce que, encore une fois, c'est une manière de montrer l'intérêt que la France porte à ce qui se passe chez nous ici en matière de gouvernance politique, en matière donc de gouvernance et économique. Et puis, l'avion présidentiel français Falcon est en route vers Cotonou. Vous suivrez dans le JT de 23h30 l'arrivée donc de François Hollande, les premières images de son arrivée à Cotonou. Donc, restez en position, comme le dit, autour de 23h30, nos équipes qui seront à l'aéroport vont vous faire vivre les premières images de l'arrivée de François Hollande sur le sol béninois. Et puis une autre actualité pas très bonne pour l'armée française, eh bien le parquet de Paris a ouvert ce mardi une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineurs. Les soupçons visent 2 soldats français en mission au Burkina Faso. Reportage. Les chefs de bord, faites le point sur les présences. 4G, poste gavé dans tous les véhicules. 2 soldats français en mission au Burkina Faso soupçonnés de pédophilie. Informé de ces soupçons, le ministre de la Défense a immédiatement touché les autorités françaises avant de suspendre les 2 soldats. Mardi soir, une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineurs a été ouverte au parquet de Paris. L'enquête a été confiée au prévôt de la gendarmerie chargé des investigations sur les militaires déployés sur les théâtres d'opérations extérieures. La décision de rendre l'affaire publique, de même que la suspension quasi
l'euthanasie immédiate des 2 soldats en France, pour l'heure seulement suspects, sont aux antipodes du traitement réservé au premier scandale de viol sur mineurs qui a écorné l'image de l'armée française en 2014. Ils sont dans cette direction là-bas. Ok, ça marche. C'est un récit d'Olivo Sougouet sur les images de l'agence France Presse. Le Premier ministre en charge du développement, sur l'invitation du président Alassane Dramane Ouattara, était en Côte d'Ivoire. Lionel Zissou, accompagné du ministre de l'Énergie, a participé à la réunion des premiers ministres de la sous-région sur l'énergie. Il faut dire que c'est la plus grande initiative des leaders africains en faveur de l'énergie, suivant la déclaration du Premier ministre béninois à la salle d'honneur de l'aéroport international de Cotonou. Et les vice-présidents des États de la CEDEAO, donc les 15 États. Mais chose assez intéressante, il avait invité des représentants très influents et très importants du secteur privé, des hommes d'affaires majeurs, sur une question simple: comment est-ce que dans notre région d'Afrique de l'Ouest, nous intégrons l'énergie, toutes les politiques énergétiques, et comment nous en faisons une priorité commune. Et pour la première fois, des grands groupes financiers et industriels africains, conduits par des groupes nigérians, mais aussi d'Afrique francophone, se sont engagés pour plusieurs milliards de dollars à agir avec les États. Donc c'est peut-être la plus grande initiative. C'est appelé au fond une initiative des leaders africains pour l'énergie, et c'est vraiment une première en termes d'intégration africaine. Et nous avons eu l'occasion, avec monsieur le ministre Spiro Mensa, ministre de l'Énergie qui m'accompagnait, de dire que au Bénin, la cause de l'énergie était désormais une cause nationale que nous déclarions urgente, et avec les pays frères, parce que nous sommes très liés, nous sommes liés pour le gaz avec le Nigeria, nous sommes liés pour l'approvisionnement électrique avec le Togo, nous sommes liés avec l'hydroélectricité, nous sommes liés avec le Ghana, nous avons une interconnexion maintenant avec la Côte d'Ivoire, donc nous sommes très interdépendants, nous allons en faire une cause prioritaire nationale, nous annoncerons bientôt toute une série de mesures sur l'énergie, mais ce qui était frappant, c'est que ce programme d'action d'urgence, tous nos concitoyens savent combien c'est important d'avoir de l'électricité, combien c'est nécessaire aux entreprises, mais combien c'est nécessaire à tous nos concitoyens. Et bien ce programme-là, il sera conçu avec l'aide et au fond une démarche très commune des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et cette initiative du président Ouattara est très très nouvelle, parce qu'elle vient et du secteur privé et des gouvernements. Voilà ce que nous avons fait à Abidjan pendant la journée, et nous avons par ailleurs assisté à l'inauguration d'une centrale thermique d'un niveau technologique exceptionnel, au fond une centrale à gaz décrite comme à cycle combiné extrêmement économe en énergie, extrêmement favorable à l'environnement et d'une puissance très importante. Et tout ce qui se fait en énergie maintenant en Afrique de l'Ouest a des retombées sur tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Plus la Côte d'Ivoire installe de capacités, plus nous aurons indirectement, nous, de la disposition d'électricité. Et plus nous ferons des progrès au Bénin, plus ça profitera aux autres pays. Nous sommes définitivement interdépendants. Et cette inauguration par le président Ouattara, en présence des premiers ministres des pays frères, en présence d'un grand nombre de personnalités du secteur privé, c'était un événement assez exceptionnel. Et j'étais très heureux que pour mon premier voyage à l'extérieur du Bénin vers un pays frère de notre région, ce soit dans ce contexte priorité à l'énergie, c'est-à-dire quand même priorité aux besoins des citoyens. Et nous annoncerons bientôt pour le Bénin des mesures qui vont exactement dans le même sens et qui favoriseront l'implication du secteur privé en matière énergétique. On reste toujours avec Lionel Zissou qui prend contact avec les institutions de la République. Première étape, la Cour constitutionnelle. Il a été reçu aujourd'hui par professeur Théodore Olo. Les deux hommes ont discuté des questions touchantes à la vie de la nation. Alain de Sureau. Quelques jours après sa nomination au poste de Premier ministre, Lionel Zissou a voulu rencontrer les présidents d'institutions. C'est dans ce cadre qu'il a rendu cette visite au professeur Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle.
Ah ben d'abord, c'est tout à fait normal que je vienne présenter mes respects et recevoir les conseils du président de la Cour. À la fois parce que c'est la plus haute institution du système judiciaire et du système constitutionnel, et à la fois parce que c'est à travers sa personne que je venais donc honorer, c'est l'occasion de recevoir pour moi des conseils en matière de principes généraux du droit, de principes fondamentaux de la République, qui sont très nécessaires pour la conduite de l'action publique. Voilà, donc c'est à la fois personnel et institutionnel. Une des grandes forces du Bénin, je ne sais pas si tout le monde le perçoit assez bien, c'est d'être un État de droit. C'est qu'il y ait une cour constitutionnelle au sommet de notre hiérarchie des cours et tribunaux qui disent le droit et dont les arbitrages soient respectés. C'est un gage de stabilité politique et c'est un gage pour les droits des citoyens sur des sujets absolument fondamentaux. Et il y a bien peu de pays en Afrique où on respecte la jurisprudence, les décisions, et on exécute les décisions des cours constitutionnelles. C'est une visite qui sera certainement suivie d'autres dans les prochains jours avec les présidents d'autres institutions. La 5e session mixte bilatérale de coopération bénino-canadienne s'est tenue hier au ministère des Affaires étrangères. Les deux partenaires se sont accordés sur le nouveau sens à donner à leurs relations. La session a été lancée par le ministre Saliou Akadiri des Affaires étrangères, Koulou Sablaye. Signature des documents chauds d'empoignade entre les deux partenaires, signe de l'aboutissement heureux de cette 5e session de la commission mixte bilatérale de coopération bénino-canadienne. Je voudrais particulièrement souligner que les deux parties ont convenu d'accroître les efforts afin d'approfondir la relation bilatérale, notamment en matière de commerce et de développement. Le projet phare de cette coopération, le projet d'appui à l'accroissement des recettes intérieures du Bénin, PARIB, longtemps attendu, a vu ses fondations posées à travers la conclusion d'une entente entre les deux parties. Le Bénin fait partie du cercle restreint des pays bénéficiant de l'aide publique canadienne. À ce titre, il lui est accordé une enveloppe de plus de 7 milliards de francs CFA par an pour booster sa croissance économique. Au nom du ministre des Affaires étrangères et du gouvernement du Bénin, je vous exprime, Monsieur l'ambassadeur, notre profonde reconnaissance pour les actes ainsi posés et vous assure que toutes les dispositions seront prises du côté du Bénin pour la mise en œuvre rapide et harmonieuse du PARIB ainsi que pour le respect des engagements que nous avons pris. Mais avant d'en arriver à ces accords, les deux partenaires se sont retrouvés en session pour échanger sur les nouvelles orientations à donner à leurs relations. En lançant les travaux, le ministre des Affaires étrangères a émis ce souhait. Je souhaiterais que la session examine également la possibilité d'apporter un appui institutionnel à l'Assemblée nationale du Bénin en vue d'accompagner les nouveaux députés élus en mars 2015 dans leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale ainsi qu'à l'organisation des prochaines élections présidentielles au Bénin. Des actions qui renforceront le Bénin dans sa position de pays démocratique, condition majeure aux yeux du partenaire. La société civile, à travers la plateforme électorale, accompagne le processus électoral des municipales, communales et locales. Elle a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de ses activités planifiées et exécutées le long de ce processus. Bilan assorti de recommandations. La conférence de presse a eu lieu à Cotonou, au Diougousougoué. La plateforme électorale apporte sa contribution au processus électoral des municipales, communales et locales de juin 2015. Son objectif étant d'avoir des élections transparentes et apaisées, elle a planifié et exécuté des activités dont elle rend compte. 276 ONG de veille citoyenne ont été formées sur la prévention et la transformation des conflits avec une insistance sur les conflits électoraux. 120 représentants des partis politiques, 120 représentants des forces de sécurité et 120 coordonnateurs d'arrondissement
ont été la cible des activités de sensibilisation et de plaidoyer de la Chambre de mobilisation. 500 affiches promouvant des comportements pacifiques ont été réalisées. 3 spots télévisés ont été réalisés. Ils ont fait l'objet de 25 diffusions sur la télévision Canal 3, 10 diffusions sur la télévision Carrefour de Boycon et 40 diffusions sur la télévision nationale ORTB. Il n'y a pas que ça, bien d'autres activités ont été exécutées. La plateforme a reçu l'appui de la coopération suisse, du PNUD, du Haut Commissariat à la gouvernance concertée, ce qui lui a permis de déployer 470 observateurs dans les 70 communes. Le système d'alerte mis en place à travers les 2 chambres de la plateforme a donné des résultats. C'est l'une de ces démarches qui a conduit, par exemple, à la décision du président de la Sénat de suspendre le scrutin dans les localités où le bulletin de vote était défectueux. À chaque contact, la Sénat et les autorités sécuritaires ont réagi positivement à l'appel de la Chambre de médiation. Et la Chambre de médiation tient à les remercier et la plateforme également pour leur collaboration et leur prompte réaction. Les activités continuent même après les élections. Il s'agit de sensibilisation afin que les différents acteurs acceptent les résultats des urnes. C'était un reportage de Loukiet Zato. Le rideau maintenant sur la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Eh bien, cette session a été bouclée hier par le président Adrien Roubedi au cours d'une ultime séance plénière. Le point dans ce reportage de Carmen Toudonon. Sur ces mots, je voudrais clôturer la première session ordinaire de l'année 2015. La séance est levée. Exit donc la première session ordinaire de l'année 2015 à l'Assemblée nationale. Une session qui a la particularité d'avoir commencé sous l'égide de la 6e législature pour s'achever sous la 7e. Malgré la passation de pouvoir, plusieurs activités ont été menées par les honorables députés. Au titre de la production législative, 3 lois ordinaires ont été votées. La loi numéro 2015-18 portant statut général de la fonction publique en République du Bénin. La loi numéro 2015-19 modifiant et complétant la loi numéro 86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite en République du Bénin. La loi numéro 2015-20 portant statut spécial des forces de sécurité publique et assimilées en République du Bénin. Il convient de préciser que la dernière loi vient d'être promulguée par le président de la République. Le débat d'orientation budgétaire a aussi eu lieu et plusieurs autres activités tenues par le Parlement. Il s'agit de l'installation des députés de la 7e législature, session plénière du 16 mai 2015, de l'élection du président et des autres membres du bureau de l'Assemblée nationale, session plénière du 16 mai 2015, de la déclaration de constitution du groupe parlementaire République et Unité nationale, composé de 40 députés et ayant pour président le député André Okunlola, séance plénière du 9 juin 2015. De la constitution des 5 commissions permanentes de l'Assemblée nationale avec l'élection des membres de leurs bureaux respectifs. Cette session a aussi connu de la cérémonie d'investiture du président de l'Assemblée nationale et de la déclaration de constitution du groupe parlementaire PRD. Avant de se séparer, les députés ont accueilli un nouveau membre de la représentation nationale. Mes impressions sont bonnes, parce que je sais que l'Assemblée est le creuset et la tribune par excellence de la politique du Bénin. Et avoir la chance, le privilège de participer à un débat de haut niveau, au niveau de l'Assemblée, je crois qu'on doit être fier de contribuer, d'apporter sa modeste contribution pour avancer, pour l'avancement du développement de notre pays. Au total, 8 séances plénières ont eu lieu lors de cette première session. La prochaine est prévue, selon l'article 87 de la Constitution, pour la seconde quinzaine du mois d'octobre. Entre-temps, les députés pourront se retrouver pour une autre session, cette fois-ci extraordinaire.
Le représentant résident du système des Nations Unies au Bénin félicite le président de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête du Parlement. Les composantes du PNUD ont été reçues en audience en début de semaine par Maître Adrien Mbedi, suivant leur porte-parole au micro de Jérôme Moubo et Octave Adjou. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale, le bureau vient d'être mis en place. Et nous avons jugé utile de venir en tant que délégation du système des Nations Unies et de venir donc féliciter le président de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête de cette prestigieuse institution. Nous avons bien sûr aussi profité de l'occasion pour faire un peu un tour d'horizon sur la coopération entre l'Assemblée nationale et les Nations Unies. Et nous lui avons réitéré notre soutien et notre volonté de continuer à accompagner l'institution nationale dans ses missions parce qu'il légifère, il représente le peuple et aussi contrôle l'action du gouvernement. Donc c'est une institution importante dans la démocratie. C'est pour cela que nous pouvons avoir à cette visite de courtoisie. Le président était très satisfait et très disposé et nous avons eu son écoute et il a montré effectivement son engagement de poursuivre la bonne relation de coopération avec les Nations Unies et nous allons tous y travailler. Vous n'avez pas évoqué de domaine de priorité? Non, pour le moment, non, parce que le président a émis l'idée d'un plan stratégique au niveau de l'Assemblée nationale. Nous ne pouvons pas préjuger déjà du contenu de ce plan, donc nous allons attendre le moment venu pour décliner les apports que nous pourrions apporter, bien sûr en rapport avec les autres partenaires techniques et financiers. Un de nos compatriotes vient d'organiser une séance de prière musulmane et bientôt chrétienne sur l'ensemble du territoire national pour rendre grâce à Dieu à cet effet. Il a organisé donc une prière à la mosquée centrale de Cotonou. Reportage Blaise Adam. Rendre grâce à Dieu pour ses merveilles en faveur du Bénin et prier pour le nouveau ministre de l'Intérieur, Placide Azandé, c'est l'objectif de cette séance de prière. Et les fidèles musulmans se sont retrouvés à la mosquée centrale de Cotonou sous la houlette de Léonce Rumbadi. Une initiative saluée par le représentant de l'imam central de Cotonou. Nous avons apprécié l'initiative que le nouveau ministre de l'Intérieur a pris, le fait qu'il s'est retourné à la maison pour demander l'aide d'Allah le Tout-Puissant pour qu'il puisse rayer ou gérer ce ministère. Et là encore que la sécurité elle-même, ça vient de Dieu. Et que c'est Dieu qui sécurise. S'il est nommé aujourd'hui ministre de l'Intérieur, ça veut dire qu'il travaille sous l'ordre de Dieu. Donc il est venu demander l'assistance de Dieu, le Tout-Puissant. Et alhamdoulilah, c'est dans le mois de Carême et nous sommes dans la grande mosquée de Cotonou. Je crois que, Inch'Allah, avec la gloire de Dieu et l'amour du Tout-Puissant, il sera accompagné dans son nouveau poste. Pour l'organisateur de cette prière, l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu. Et il n'a pas manqué d'inviter le peuple béninois à toujours prier. La prière, nous en avons besoin. Donc après cette prière au niveau, pour ce qui concerne les musulmans, jeudi prochain, je serai avec d'autres confessions religieuses pour que nous puissions prier. Nous devons toujours rester dans une attitude de prière constante, parce que quand la prière elle est constante, elle est efficace. Notre pays en a besoin. Nous sommes dans une sous-région où, vous savez, il y a des menaces, des défis de sécurité à réaliser, à relever tout ça. Et notre président de la République fait beaucoup pour ce pays. Et nous devons rester dans cette dynamique et maintenir le cap par rapport aux réformes qui sont engagées. Il a pris l'engagement de terminer ces réformes-là. Donc nous devons rester unis derrière lui pour que dans la prière, il puisse quand même relever d'autres défis sur les questions de développement et de prospérité qui se posent ce pays. Et dans le cadre de cette série de prières, des vivres ont été offerts aux fidèles musulmans et aux personnes démunies pour les accompagner durant cette période de carême. L'Union régionale des producteurs de Lemay du Plateau rencontre ses démembrements vient d'organiser une assemblée générale ordinaire. Il s'agit de faire le rapport moral, financier et jeter les bases pour de meilleures conditions de production de ses membres. Reportage. L'Union régionale des producteurs de Lemay et du Plateau, URP, est une organisation fêtière niveau régional, constituée des producteurs organisés dans les villages des 14 communes des 2 départements. Toutes les structures de base ont été représentées à cette assemblée générale ordinaire. Nous aurons au cours de cette assemblée à valider les rapports d'activité 2013 et 2014, à discuter de la vie
de notre organisation et à se doter de nouvelles orientations pour les années à venir. Je voudrais, en votre nom et en mon nom personnel, remercier notre cher papa qui nous a accompagnés ce jour. Je veux nommer avec respect le vice-premier ministre François Abiola. Il n'est pas trop tard de bien faire. Vous avez rattrapé les 2 sessions et celle-ci se tient à une époque valable de votre vie. L'URP Ouémé Plateau a encore de grands dossiers en instance comme la conformation des structures de base à l'OADA. Mais à cette étape, l'organisation se réjouit déjà du chemin parcouru. Mon grand souhait, c'est que l'organisation fêtière fasse tout l'effort qu'il faut et que l'administration de l'Union régionale des producteurs de l'Ouémé Plateau puisse vraiment aider les autorités départementales à respecter les délais. Ce n'est pas une organisation que le gouvernement doit négliger. Je suis très satisfait parce que 2013, les activités de 2013 ont été accomplies à 85%. Le reste est dû à des difficultés de plusieurs autres. 2014, les activités ont été réalisées à 87%. Donc, ce qui dénote d'une progression dans les activités. Donc, on est en train de poser déjà des pas pour relancer les activités, rendre beaucoup plus visible. J'y tiens beaucoup à ça. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'URP. On le confond souvent avec l'Union régionale des producteurs de palmiers à huile, alors que l'URP est en réalité la somme de toutes ces organisations de niveau région. À l'Assemblée générale ordinaire de Kobé, il est aussi question de la présentation des principaux axes du plan stratégique 2015-2019 et des recommandations issues de l'atelier de validation. La Société béninoise des manutentions portuaires, SOBEMAP, a reçu mardi la visite du ministre de tutelle, Patrick Yerima. Le ministre de l'économie maritime et des infrastructures portuaires a touché du doigt les conditions de travail des agents et écouté de vive voix les préoccupations des responsables et du personnel de ces structures importantes de la plateforme portuaire. Amatou Lawani, Clotaire Avecon. Prendre le pouls des conditions de travail sans créer des problèmes, c'est la raison de la visite du ministre de l'économie maritime et des infrastructures portuaires dans les locaux de la Société béninoise des manutentions portuaires, SOBEMAP. Les représentants de plus de 5250 dockers et plus de 500 agents de ce manuel important de la chaîne portuaire ainsi que le premier responsable de cette structure étatique créée en 1969 n'ont pas fait mystère de la difficulté et autres desiderata dans l'accomplissement de leurs tâches. Les travailleurs de la SOBEMAP voudraient compter sur vous pour dire non aux concessions arbitraires qui font la part belle aux firmes internationales représentées par leur appendicite. Je veux nommer les sociétés de manutention, à savoir Coman SA, SMTC et Roro Terminal. Les travailleurs de la SOBEMAP voudraient compter sur vous pour dire non aux réformes arbitraires imposées et à la discrimination observée en la matière. Les principales difficultés auxquelles la SOBEMAP est confrontée et qui pourront certainement affecter ses résultats et son exploitation pour les années à venir sont les suivantes. La concession des quais aux opérateurs privés au détriment de la SOBEMAP. Ceci pourrait occasionner des difficultés d'accostage de ces navires et par conséquent la baisse drastique du volume du trafic manipulé. L'ouverture progressive des principales activités de la SOBEMAP au secteur privé, d'où l'aménagement des recettes de l'entreprise et la menace constante donc de perte d'emploi. La non-implication de la SOBEMAP dans la conception des réformes touchant ces activités, ce qui engendre souvent des contestations et mouvements sociaux des travailleurs, perturbant ainsi sérieusement les activités de celles-ci. La SOBEMAP est la première structure sous tutelle à accueillir le ministre Patrick Yerima seulement 8 jours après sa prise de fonction. Je m'emploierai avec la collaboration de tous à relever tous les défis et trouver les solutions aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Il importe que nous conjuguions nos efforts pour pérenniser les activités de la SOBEMAP.
L'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, ANPME, dispose désormais d'une représentation dans le septentrion. La cérémonie d'inauguration et de la mise en service de l'antenne interdépartementale a eu lieu à Parakou. C'est en présence des chefs d'entreprise et porteurs de projets, des autorités politico-administratives et du nouveau ministre de l'Emploi des Jeunes. Colombe Amadji et Alexis Kulom pour le reportage. La mise en service de cette antenne vise un objectif majeur, le rapprochement de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises de ses administrés que sont les promoteurs, les chefs d'entreprise et les porteurs de projets pour la région Nord. L'installation de cette antenne départementale répond à notre obligation de proximité vis-à-vis de notre cible, les petites et moyennes entreprises. Nous voudrons ici rassurer les chefs d'entreprise et les porteurs de projets que sous le leadership éclairé de son Excellence, Madame le ministre, nous mettrons en œuvre des activités à impact réel sur le développement de nos entreprises respectives. La région Nord constitue l'un des grands pôles économiques du Bénin. Cette antenne est la bienvenue sur cette grande partie du territoire national, a souligné le représentant du préfet Borgou Alibori. Ces entreprises qui évoluent dans divers domaines d'activité tels que le transport, la transformation agroalimentaire, le commerce, l'artisanat, l'élevage, etc. Ces entreprises créatrices de richesse et pourvoyeuses d'emploi, faut-il le souligner, expriment de multiples besoins en appui technique et financier. Cette antenne s'employera à offrir à nos micro, petites et moyennes entreprises les divers appuis techniques nécessaires pour l'éclosion de leurs activités. La présente manifestation constitue un double événement puisqu'elle coïncide avec le lancement de l'atelier de renforcement de capacité des responsables des micro, petites et moyennes entreprises des départements du Borgou à Libori. Cette série de formations vise à aider les dirigeants d'entreprises à améliorer la gouvernance de leurs entreprises. Cela vise aussi à amener les chefs d'entreprise participants à doter leurs entreprises des outils de gestion comptable et de contribuer aussi à l'accroissement du chiffre d'affaires des micro, petites et moyennes entreprises participantes. La NPME est une structure qui permet aux porteurs de projets d'être financés par le Fonds national pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. L'antenne Borgou Alibori, portée sur les fonds baptismaux, est sise à la direction départementale de l'industrie et du commerce de Parakou. Amener les touristes Pamilion au Bénin, les promoteurs touristiques réunis au sein du consortium Tourisme Pamilion au Bénin prêtent main forte à l'État pour atteindre cet objectif. Le CTM Bénin a démarré ses activités par une tournée dans le sud Bénin, ce qui lui a permis d'identifier les problèmes à régler pour mieux développer le Bénin touristique. Assiom Gaba, Miché et Legbe. Le Bénin peine à profiter de sa richesse touristique. Il enregistre un faible taux de visite. 200 000 touristes par an, une contre-performance qui minimise le retour sur investissement des promoteurs du secteur. Le consortium Tourisme par Million au Bénin est allé faire le constat à travers sa tournée. Il faudra dire que le taux d'occupation moyen que nous avons trouvé, c'est entre 20 et 30%. Et en tant que directeur d'hôtel, je dois vous dire que ce taux ne permet pas de couvrir les charges. Cela veut dire qu'il y a un problème. Une tournée ouverte par Ouida, ville phare du tourisme au Bénin, qui finit à Porto Novo en passant par Grand Popo, Abomey, Kétou et la vallée de l'Ouémé. La plupart des hôtels et restaurants visités par le 7e emploient en moyenne 20 personnes et sont d'un standing à la hauteur des hôtels de renom. Nous aurons souhaité que aussi les pouvoirs publics puissent nous aider, n'est-ce pas, à promouvoir la ville, parce qu'on a quand même quelques potentialités touristiques ici que nous devons promouvoir pour que les gens savent que nous avons beaucoup d'attractions touristiques ici à voir. Si l'État peut penser en mettant en exécution les textes régissant le domaine qui nous donnent quand même certaines facilités dans le coût de l'électricité
revoir le système des impositions, on verra que la destination Bénin est moins coûteuse. Cette année, 23 hôtels sont classés au Bénin et sont d'1, 2, 3 et 4 étoiles. Une activité effectuée par la direction des professions et établissements touristiques qui trouve en le CTM main forte pour le développement du Bénin touristique. À partir de cette collaboration étroite, je crois que ça va aussi accélérer les choses pour que ces tests-là soient revus, pour s'adapter aux conditions actuelles des affaires dans le secteur du tourisme et au monde touristique. Bénin regorge beaucoup de potentialités. Vous avez vu, on a été sur le site du barrage d'Adjara. C'est magnifique. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de sites à voir et à revoir. En attendant le vote du projet de loi sur le partenariat public-privé au Bénin, cette relation acteurs du secteur touristique et État béninois permettra d'amener les touristes par millions au Bénin. Eh bien, avant de refermer ce journal, quelques rendez-vous dans le programme de ce soir. Vous suivrez donc à 21h un documentaire sur la coopération bénino-française. À 21h30, le feuilleton La fille de ma mère. Et à 22h, le documentaire Les femmes pour la planète. Eh bien, vous pourrez également suivre au cours du journal de 23h30 l'arrivée, les images de l'arrivée de François Hollande, dont l'avion est en route pour Cotonou, pour une visite d'État. Une tournée africaine dont la première étape commence par le Bénin. Vous allez suivre demain, jeudi 2 juillet, à partir de 8h sur la télévision nationale, les principales étapes de la visite d'État de M. François Hollande, dont je parlais il y a un instant. Retrouvez ce journal sur notre site www.ortb.bj. Merci et à très bientôt.